Salut les gars, c'est Merced Desbois, on se retrouve pour une vidéo React. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Iril. Il nous a fait une vidéo, les raisons de croire que le bull run crypto n'est pas terminé. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que le bull run n'est pas fini. Dites-moi en commentaire vous, ce que vous pensez. Est-ce que le bull run est fini? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bull run? Est-ce qu'il y a eu un bull run mais que pour certaines cryptos? Donc le Solana, on a vu que son ATH a été cassé. Le XRP, le Bitcoin bien évidemment. Moi je pense que les altcoins, on n'a pas encore vu un vrai bull run comme 2021. Ce sera certes pas le même bull run, mais je pense que le bull run n'est pas encore passé. Bon allez, on y va. On y va. Est-ce que nous sommes entrés dans une récession, le marché des crypto-monnaies est terminé et il n'y a plus rien à tirer de ce bull run? Peut-être, mais peut-être pas. Et je pense que non, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Cette vidéo est en binôme avec la vidéo qui est sortie il y a 4 jours, où l'idée c'est de partir du principe qu'on est dans une zone où on n'en sait rien, et on peut juste faire des assertions, des suppositions. Donc il y a 4 jours, je vous ai parlé des arguments purement bearish de la situation, qui a clairement des très mauvais côtés, et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer des faits qui peuvent aller dans la direction du fait que le bull run n'est pas terminé, et que le marché des cryptos n'a pas fini de nous donner ce qu'il doit nous donner dans cette année ou ce cycle. Donc, let's go. Les amis, il y a de plus en plus de hacks en crypto, d'arnaques, de phishing, etc. Et il faut une ledger, mais maintenant, on l'a vu il y a quelques temps, il faut aussi protéger son PC et son activité en ligne. Et pour ça, il vous faut un VPN. C'est ça les gars. Faites très attention aux scams par contre les gars. Et quand vous faites de l'investissement, privilégiez une ledger à partir de 500 €. Commencez à acheter une ledger. Et surtout, ne répondez pas au téléphone quand vous ne connaissez pas le numéro, pas au mail. Cliquez sur aucun lien, rien. Franchement, faites très attention à ça. VPN. Il vous faut NordVPN. NordVPN, ça vous permet déjà de changer d'adresse IP pour accéder à du contenu à l'étranger que vous n'avez pas accès en France, les Netflix. Je crois les gars, il nous fait une petite promo, petit placement de produit. Le bull run est terminé, pas terminé. Je vais partir du principe que la définition de cette vidéo de bull run, c'est Bitcoin qui peut aller rechercher de nouveaux sommets et les altcoins qui vont performer sur ce cycle, c'est-à-dire sur une période qui est entre 1 mois et 1 an. Le premier argument qu'on voit un peu partout, qui vaut ce qui vaut, c'est la temporalité. Historiquement, si on regarde, il y a deux choses. Bitcoin a toujours fait son top en fin d'année. Historiquement, ça a toujours été le cas. Et si on regarde d'un point de vue statistique, si on lisse les périodes à chaque fois entre les deux tops, ça nous amènerait théoriquement, uniquement sur cette data, à un top de marché qui pourrait être en fin d'année. Et évidemment, ça veut pas tout dire, évidemment, c'est pas de la science infuse, évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Et donc, même si c'est un argument qui est toujours un peu éclaté par tout le monde, je pense que c'est une erreur de l'ignorer, et c'est juste bien de rappeler en tête que, d'un point de vue temporel, historiquement, statistiquement, on est toujours dans les clous. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de suranalyse à faire sur ça. Et si on est toujours dans les clous, on a largement le temps de voir revenir des... C'est ça les gars. On est encore statistiquement, le bull run peut encore arriver. Mais bon, on sait pas, personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Ça se trouve là, ce cycle-là, ça va totalement changer. Regardez, le Bitcoin a explosé avant le halving. Tout peut changer finalement. Potentielles politiques économiques qui sont accommodantes et un intérêt un peu plus gros pour les actifs à risque. D'ailleurs, en parlant de ça, l'une des politiques accommodantes qu'on veut, c'est un arrêt du quantitative tightening. Le quantitative tightening, c'est la Fed qui va revendre ses obligations ou qui va laisser ses crédits arriver à expiration pour retirer de la liquidité du marché. Et on le voit ici depuis 2022, le bilan de la Fed diminue parce qu'elle est en permanence quantitative tightening. Sauf que cette année pourrait bien être l'année où on arrête de retirer de l'argent de l'économie. La Fed dans son QT, elle a une méthode qui est plutôt basée sur laisser arriver les crédits à expiration. Du coup, les émetteurs des obligations qu'elle avait achetées devaient remprunter et elle gardait l'argent, et l'argent qui est dans la banque centrale n'est plus théoriquement à l'intérieur de l'économie. À la base, on était à 60 milliards par an qui étaient retirés de l'économie, on est passé à 25 je crois l'année dernière, et là on a réduit, on est passé de 25 milliards à 5 milliards par mois. Donc il y a moins de liquidité qui est retirée, mais il y en a toujours quand même. Sauf que le président de la Fed, Jerome Powell, il a dit dans un discours en 2022 que l'idée c'était de mettre en place du quantitative tightening et ensuite de le ralentir pour l'arrêter. Donc on a des rumeurs sur le fait que cette année, et peut-être même avant la fin du deuxième trimestre, on pourrait avoir un arrêt du quantitative tightening. On le voit avec le sondage de Polymarket qui montait en pourcentage de chance. Bon, malheureusement il a été arrêté, donc on peut pas avoir l'estimation complète, mais selon pas mal
mal d'experts, selon pas mal d'économistes, on pourrait avoir un arrêt complet du quantitative tightening au mois de mai-juin. Ça n'a pas non plus le même impact qu'une baisse des taux d'intérêt, mais c'est quand même symptomatique un peu d'un changement de politique économique et en tout cas de vision sur le long terme, en partant aussi du principe que tout est toujours bousculé et très incertain par les bons vieux tarifs que vous connaissez très certainement. Donc là, je peux vous faire des analyses on-chain ou des analyses d'ETF. La réalité, c'est que tout se base sur la macro. On est juste en train d'attendre que ces messieurs se serrent la main tranquillement et qu'on soit un petit peu mieux et que Jérôme Powell signe le papier. C'est ça. Tout va se passer par la Fed, les gars. Quand la Fed va parler, c'est là que tout va se dérouler. Pour baisser les taux. D'ailleurs, en parlant de baisse des taux, si on regarde les projections, on voit que théoriquement, on a quand même cette projection de 2 à 3 baisses des taux de la Fed pour cette année 2025. Donc on peut avoir un truc qui se dégoupille pas trop mal, avec selon les prédictions, une première baisse des taux qui pourrait arriver au mois de juin, voire au mois de juillet, et en général, les baisses des taux arrivent plus en fin d'année. La Fed a 8 meetings dans l'année, et surtout en fin d'année. Et vu la gueule des tarifs en ce moment, je les vois mal arriver le 8 mai, en disant, bon les mecs, c'est bon, on est good, on peut partir en vacances, on baisse tranquille les taux d'intérêt, comme ça. Les gens peuvent partir en vac quand même, ça serait pas mal. Mais on a quand même cette prédiction de baisse des taux sur apparemment les 3 prochaines années qui vaut ce qu'elle vaut encore une fois. Pour moi, la baisse des taux, c'est hyper simple, mais c'est le gros levier qui peut nous faire déclencher quelque chose sur les cryptos, sur Bitcoin, sur les altcoins. Il y a vraiment une énorme corrélation, surtout pour Bah ouais, s'il y a une baisse des taux, il y aura beaucoup plus d'argent en circulation, donc beaucoup plus d'investissement. Faut que la Fed parle, ce serait bon pour nous les gars. Les actifs à risque avec les baisses des taux, c'est indéniable. Donc on attend, et on a toujours Jérôme Powell qui tient nos coronesses quand même, qui les tient comme ça, il fait un peu ce qu'il veut, il fait un petit tennis, ping-pong, tout type de sport de raquette. Petit point sur l'inflation, bon je pense que ce graphique vous en avez marre, hein, tout le monde commence à le montrer, mais l'inflation qui est quand même en chute depuis le début de l'année, on est passé de 3 à 1,3 selon Trueflation, on est en dessous des objectifs de 2% de la Fed. Alors à savoir que la Fed ne regarde pas le CPI mais le PCE, qui sont quand même des datas d'inflation différentes, mais bon bref, la tendance reste bonne dans cette direction d'inflation. Ce qui fait plutôt peur à tout le monde, c'est l'anticipation d'une potentielle réinflation à cause des tarifs. Petit point aussi sur le dollar US qui perd de plus en plus de force. Quand il est arrivé, Trump, le premier truc qu'il a dit, c'est le dollar. Puis là, c'était il y a 2 semaines qu'il a tourné sa vidéo, le dollar, il a complètement chuté. Donc... Le dollar est beaucoup trop fort, il faut qu'on lui fasse perdre de la force. Et au final, on peut quand même se poser la question des résultats de ce qu'avait annoncé Trump. Le moyen de le faire, les conséquences que les tarifs vont avoir, c'est un autre débat. Mais Trump, il a plus du tout la même économique de relance économique qu'il avait en 2017. En 2017, il est arrivé, il avait dit la même chose, le dollar est beaucoup trop fort. Il a un plan très agressif. Il mettait des réductions d'impôts, etc. Maintenant, il est quand même beaucoup plus concentré sur l'économie américaine à long terme, avec 3 notions principales. La première, c'est la dépendance aux capitaux étrangers. Les investisseurs étrangers, ils ont beaucoup trop d'actions américaines. Le déficit budgétaire et la dette nationale qui font que gonfler, et la fameuse dédollarisation. C'est le plan de Trump actuellement. Et objectivement et très sincèrement, je suis ni pro... Surtout la dette de l'État, les gars. Surtout ça. Il aimerait que les Américains rachètent. Trump ni anti-Trump, je suis très politiquement neutre, d'accord. J'ai pas forcément comme projet d'essayer de comprendre les plans de Trump ou de les juger ou quoi que ce soit, juste d'essayer dans tout ce bruit, dans tout ce qu'on entend, etc. Perso, je pars du principe qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous dépassent dans tout ça, et que si on regarde certaines métriques, pas toutes, attention, certaines métriques, elles sont dans une direction qui est la direction qu'on attendait il y a quelques mois. Voilà. Pas besoin de plus, et ça peut être encourageant quand même pour la suite, et on peut quand même y voir certaines petites lueurs d'espoir. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver un moyen qui nous permettrait de mesurer si les gens ont envie de risque dans leurs investissements, et donc de crypto, ou commencent à être un peu sur la défensive et préfèrent les placements un peu moins risqués. Et justement, les High Yield Bond Spread, je prends des cours d'anglais si vous l'avez pas remarqué, les OAS, ce que vous voyez ici, mesurent la différence, le spread, entre les obligations des entreprises à haut risque et les obligations d'État à 10 ans. Donc vraiment les obligations les plus risquées contre les obligations les plus safe, les obligations à 10 ans. Les entreprises à haut risque, c'est les entreprises qui notaient BB ou moins, donc qui ont de gros risques de défaut. Et en général, les gens qui investissent dessus, ils disent ok, on veut bien investir sur vos entreprises qui peuvent être un peu pétées, mais vu qu'on prend des risques, on veut maximiser nos gains, donc on veut des meilleurs rendements. Les bons du trésor, c'est l'inverse. Les gens achètent ça en période de doute ou de peur pour se couvrir et pour s'éloigner au maximum du risque. Donc en gros, l'écart entre les deux va mesurer le risque supplémentaire que les investisseurs acceptent pour détenir des obligations d'entreprise risquées. En gros, plus c'est haut, plus ça veut dire qu'il y a de l'incertitude et que les gens n'ont pas envie de prendre de risques. Et vous voyez qu'on a eu des gros pics, forcément en 2008, en 2016 et
à la crise Covid. Mais là, ça va être une data qui est à surveiller parce que pour l'instant, même si on a quand même une belle remontée, on reste quand même beaucoup plus bas que les niveaux d'avant. Ça veut dire que les gens sont encore enclins à prendre du risque et qu'il y a peut-être beaucoup dans tout ça qui se base quand même sur cette idée de l'incertitude. Et si on arrive à casser l'incertitude d'une manière ou d'une autre, le socle fondamental reste pour l'instant assez solide. En parlant de socle fondamental, il se passe quoi du côté des ETF? On a eu la semaine de l'enfer où tous les ETF vendaient, où c'était vraiment que des outflows. Et là on a une charte qu'on a fait nous-mêmes qui mesure la variation des actifs sous gestion dans les ETF Bitcoin. Donc plus c'est haut, plus il y a d'argent qui rentre dans les ETF, plus c'est bas, plus il y en a qui descend. Et vous voyez que dans cette zone-là, j'essaye de zoomer, mais je suis au pad et c'est compliqué. On a eu le bottom historique d'outflow de Bitcoin et d'actifs sous gestion dans les ETF Bitcoin. On a eu un bottom historique. Donc oui, les ETF ont bien vendu depuis novembre. C'est factuellement vrai. Le taux de variation mensuel, il est descendu au point le plus bas. On a eu une énorme chute de la demande, une grosse peur, une grosse incertitude. Par contre, on est remonté. Et on est remonté surtout vers le positif. Ça veut dire que la demande revient. Les investisseurs des ETF estiment... Dites-vous les gars, après chaque grande montée, il y a une grande descente. Là, on a atteint un point le plus bas. Je pense que l'ETF Bitcoin va forcément remonter. Dites-vous, c'est quand même BlackRock qui l'a créé. C'est pas n'importe qui. Objectivement, qu'on est plus dans une période d'opportunité d'achat que l'inverse sur les ETF Bitcoin. On peut aussi se demander qui achète. De toute façon, les gars, il n'y a pas 1000 routes. Faut jamais acheter haut. Faut tout le temps acheter bas. Regardez en 2008. En 2008, si tout le monde avait acheté au plus bas en 2008, ça fait peur. C'est sûr. C'est là, tout vient de se cracher. Les gens, ils ont peur. C'est pas là où tu investis. Sauf que si tu es malin, c'est quand il y a beaucoup de peur, quand tout est bas, que c'est là que t'envoies la sauce. C'est pas quand ça commence à monter et que ça explose, où tu te dis, ah, faut que j'achète. Non, c'est quand ça pue en fait. Quand tout le monde dit, ouais, c'est fini, ouais, gros crash, quand il y a eu 2008, c'était gros crash, c'est la merde et tout, machin. Ah, les gens, ils ont fait quoi? Ils ont retiré leur argent, ils avaient peur. Ils ont gardé leur argent, ils l'ont serré comme ça, ils dormaient avec. Au lieu d'investir. C'était le moment d'investir. Pareil, là on dit par exemple quand on dit ouais, c'est la fin d'Ethereum, on entend beaucoup, c'est la fin d'Ethereum, nanani, nanana. Ethereum, il est là-bas en ce moment. Je dis ça, je dis rien. Mais il est là-bas. Les altcoins sont plus que bas. On n'a pas vraiment vu un bull des altcoins, à part deux, comme j'ai dit au début de la vidéo, le Solana et le XRP. Mais c'est quand c'est bas qu'il faut acheter, pas quand c'est haut, pas quand ça commence à monter. Et qui vend chez les institutionnels. On le voit sur la ligne bleue, les ETF ont vendu entre mars et avril, ici. Par contre, regardez la ligne jaune là. Les entreprises publiques comme MicroStrategy, Marathon, Metaplanet ont par contre continué d'acheter. Donc autrement dit, les deux gros acteurs, à savoir les entreprises US et les ETF, qui ont ramené le prix du Bitcoin au-dessus des 100K, sont tous les deux en train de percevoir les temps qu'on vit comme une opportunité et pas comme une fatalité. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est dans une période d'extrême incertitude. Donc en gros, l'idée c'est juste de mettre en avant des faits et de comparer tous les faits qu'on a. C'est pour ça que vous voyez que j'ai un raisonnement peut-être un petit peu plus factuel et moins subjectif, parce que c'est vraiment l'idée, c'est d'accepter qu'on est dans ce genre de période-là. Pas une question de je me mouille moins, je prends moins de risques, etc. Même si pour le coup c'est vrai. Un autre graphe très intéressant, c'est celui que vous avez aussi sûrement vu passer, l'incertitude qui est à des niveaux historiquement très hauts. On est à des niveaux d'incertitude économique qui sont plus hauts que le Covid. C'est pour vous dire à quel point, peut-être qu'on s'en rend pas compte, enfin je sais pas comment vous le voyez, à quel point les gens sont dans une période d'incertitude énorme. Donc c'est pas une data qui est extrêmement agréable. Par contre, on peut quand même en tirer du positif objectif. C'est que regardez, les gros spikes qu'on a, en général, redescendent très vite. C'est un fait, on a eu un gros spike au mois d'avril, on est redescendu très vite, on a eu un spike au mois d'octobre, au mois de décembre et au mois de janvier, on était beaucoup plus bas. Et c'est pareil pour tous les pics. Donc en gros, les spikes, les pics de l'incertitude redescendent extrêmement vite. Et pour l'instant, l'incertitude, c'est le gros truc qui bloque actuellement les marchés. C'est l'incertitude à partir des tarifs qui, même si c'est une situation qui est très délicate, peut se résoudre assez rapidement, en quelques semaines, en quelques mois. Et par contre, j'ai la sensation qu'une fois qu'on a levé l'incertitude, les choses sont pas si dégueulasses en fait. Cette histoire de tarifs est très néfaste pour les marchés financiers, c'est un fait complet. Par contre, vous voyez bien, après le Covid, pendant le Covid, il y avait énormément d'incertitudes. L'incertitude est partie, a diminué. Bull run, explosion.
Là, on est dans une énorme incertitude. Plus ça va aller, plus ça va descendre. Moi, je vois ça comme ça. Fin d'année 2025, j'aurai une explosion. C'est tout ce que je vois. Par contre, si on arrive à lever cette incertitude, et c'est pas dit qu'on le fasse, mais si on arrive à le faire, bah on peut avoir une sorte de domino dans le bon sens, avec les bonnes nouvelles qui sont repricées. Et on reprend cette bonne vieille charte de la Global Liquidity, qui est la charte qui était le plus à la mode au mois de mars. Là, en ce moment, c'est plus les tarifs, mais vous avez vu qu'il y a des modes quand même dans les créations de contenu, c'est quand même intéressant. Et on voit deux choses. Bah regardez, on a eu cette grosse montée, regardez la charte bleue, et quand on était là, maintenant regardez la charte noire, c'est que quelques mois après qu'on a commencé la montée. On a un décalage entre la Global Liquidity et Bitcoin, le temps que l'argent se déverse dans l'économie. Et deuxième chose quand même très intéressante, c'est cette charte-là. C'est que depuis octobre 2023, on a une Global Liquidity qui ne fait que de monter. Et ça, c'est extrêmement bon signe, parce que la liquidité, et encore une fois, il y a une grosse vidéo qui arrive là-dessus, la liquidité drive tout. On le voit clairement avec cette charte. En rouge, vous avez Bitcoin. En noir, vous avez ce que je vous ai montré là, la Global Liquidity, mais avec une avance de 10 semaines, donc à peu près 3 mois. Et on le voit, regardez à quel point les chartes sont corrélées. Et regardez la charte noire. Dans cette thèse-là, ça s'accorde quand même dans la direction et dans la thèse que j'ai toujours, qui est que la fin d'année peut être bonne. Deuxième charte aussi un peu similaire, sauf que cette fois, c'est pas la Global Liquidity, c'est ce qu'ils appellent le Financial Condition Index avec 3 mois d'avance. Donc regardez pareil, les deux chartes sont extrêmement similaires. La charte rouge est remontée et la charte de Bitcoin pourrait suivre. Donc la Global Liquidity, les 3 mois d'avance, etc. On verra bien. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Ici, vous avez un graphique qui vient de Cross Border Capital sur le cycle global de la liquidité de 0 à 100. Et on voit que la liquidité dans le système économique mondial suit une sorte de schéma d'oscillation avec des très hauts, des très bas, des très hauts, des très bas, des très hauts, des très bas. Et c'est assez régulier. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc. C'est que, en moyenne, entre deux très hauts, par exemple, entre le très haut là et le très haut là, il y avait à peu près 65 mois. Entre les deux. Il y avait à peu près 65 mois entre les deux. En moyenne, il y a 65 mois qui se met en place pour une ondulation complète. Ça fait à peu près du coup 33 mois de descente et 32 mois de montée. Et du coup, c'est quand même assez intéressant de voir que dans le cycle actuel, dans ce que je vous ai montré là, ça correspond à ça. Le bottom a été atteint en décembre 2022. Donc si on part du principe que si on part là, on descend là il y a 30 mois, ce qui était le cas, on remonte là il y a à peu près 32-33 mois, ça nous amènerait à septembre 2025. Ça fait qu'on aurait un spike de la global liquidité en septembre 2025. Et si vous avez bien suivi, vous savez que Bitcoin a un petit peu de retard par rapport à la global liquidity, ou alors plutôt que la global liquidity a un petit peu d'avance. Et donc, si on arrive tout en haut en septembre 2025, ça pourrait théoriquement vouloir dire que les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025 pourraient être bons pour Bitcoin dans cette thèse et dans la perspective où la Bitcoin et ensuite les altcoins. Situation macro et géopolitique est un petit peu apaisée par rapport à ce qu'on a maintenant, parce qu'on a toujours cet aspect qui bloque. Globalement, c'est redevenu la mode d'être bearish et de dire que on va avoir un bear market et un marché baissier. Et en même temps, bah, c'est impossible à blâmer parce que la situation tend complètement pour dire ça. C'est quand même intéressant, je trouve, de voir que dans les faits concrets, on a quand même certains éléments qui historiquement se sont toujours répétés et qui... C'est vrai que quand on regarde les altcoins là, bah on dirait qu'on est en bear market. Tous les altcoins ont craché. T'as vu, je sais pas, je prends le XRP, il avait pété son ATH, il est redescendu à... Il est à quoi, 1,99 là. Injective par exemple, il était à 20, il est descendu à 9. Le Celestia, il était à 10, il est descendu à 2. Le Fetch, il était à 1,5, il est redescendu à 0,50. Il y en a plein. Enfin, ils ont pris une grosse claque. Et en fait, même le Bitcoin a pris une claque. Il est passé de 107 ou 106, il est redescendu à 80, à peu près. On aurait pu se dire, bah ouais, enfin, on peut se dire, et il y en a qui le pensent, que le bull run est passé. Et qu'il y a eu juste un bull run, mais Bitcoin. Et 2-3 autres cryptos. Moi, je pense que le bull run n'est pas passé. C'est les institutions qui ont fait exploser pour moi le Bitcoin et d'autres cryptos comme le Solana. Et nous verrons bien, je pense, de mon point de vue, je pense qu'on verra bien un bull run fin 2025. Et dis-moi toi aussi si tu penses qu'il va y avoir un bull run ou alors si tu penses que le bull run est déjà passé. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas, liker, partager, t'abonner. Et sur ce,